Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. On parle ce soir de cette maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation, ce que l'on appelle la dépression. Et puis les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Les contacts physiques, poignées de main et bises constituent-ils des risques de contamination? Explication à suivre. Et au Bénin, les monuments et sites historiques comme la place de l'Étoile Rouge de Cotonou ou le temple des Pitons à Ouidah enrichissent le patrimoine culturel. Malheureusement, ces sites et monuments ne sont pas suffisamment valorisés. Vous le savez, nous vivons à tout âge des moments difficiles. Un deuil, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Autant de situations inhérentes à la vie et face auxquelles nul n'est à l'abri. Et quand on y prend garde, il y a une maladie qui guette. C'est la dépression, un trouble mental qui affecte les comportements. Alphonse Badé et Patrick Adiagbodjou nous parlent ici des facteurs à risque et de la prise en charge appropriée. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour.
On parle à présent des hépatites qui sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre des partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Est-ce vrai? Qu'en est-il réellement? Eh bien, explication ici avec Martin Soupon. Il est hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Et vous le savez, sans aucun doute, le Bénin dispose de plusieurs monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Malheureusement, ces lieux ne sont pas suffisamment valorisés alors qu'on gagnerait à mieux les entretenir pour en faire des opportunités touristiques pour le Bénin et pourquoi pas même œuvrer à leur inscription au patrimoine de l'UNESCO. Sites et monuments du Bénin, c'est un reportage signé Baudelaire Cantielé. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds
le Fonds africain de développement du patrimoine qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Direction le Maroc à présent. Le royaume chérifien a été très impacté par la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, le tourisme marocain tente de se relancer. Le pays a ouvert ses frontières au tourisme religieux. Un moyen, selon l'Office national du tourisme, de redynamiser le secteur touristique presque à l'agonie. La mosquée Hassan II de Casablanca, une forteresse faisant face à ces vagues qui s'écrasent sans cesse contre ses flancs, conçue pour supporter la furie de la mer. Ce lieu symbole de la vitalité de l'islam en terre chérifienne constitue l'une des plus grandes attractions du tourisme religieux au Maroc. Sa particularité, c'est son style mauresque, c'est sa grandeur et sa magnificence, parce qu'elle était conçue avec les mains des artisans du Maroc. Tous les Marocains avaient participé, que ce soit avec l'argent ou leur savoir-faire, pour créer la plus belle, la plus grande mosquée du monde, la plus grande mosquée du Maroc, la troisième du monde, dotée du plus haut minaret, qui culmine à plus de 210 mètres, doté d'un rayon laser qui indique la direction de la Mecque. 105 000 fidèles peuvent prier en même temps. 80 000 fidèles à l'intérieur et 20 000 à l'extérieur, avec 5 000 femmes à l'intérieur dans leur mezzanine. Cette mosquée, avec son musée, sa bibliothèque, est devenue un passage obligé pour tout visiteur de la ville mythique de Casablanca, une ville carrefour, capitale économique du Royaume du Maroc. En 2019, elle avait reçu presque 1 million de personnes, parce que pas seulement à l'intérieur de la mosquée, l'esplanade et toute la région et toute la zone ici étaient occupées par les fidèles qui viennent de toutes les parties du Maroc. Et puis encore, c'est la seule mosquée ouverte aux non-musulmans. Alors tous les touristes qui font le Maroc et de passage à Casablanca, ils visitent la mosquée de Hassan II. On peut dire que quelques 100 000 touristes par mois. Si Casablanca, une ville attractive, est connue pour sa mosquée, ses marchés et son commerce dynamique et florissant, elle l'est aussi pour ses sites exotiques ayant servi de base de retrait à travers ce vieux bâtiment construit dans les années 40 pour abriter la communauté juive persécutée en Occident pendant la Seconde Guerre mondiale. Un bâtiment en ruine qui suscite toujours l'intérêt des visiteurs. Casablanca, c'est aussi sa belle corniche aménagée suivant la volonté du roi pour permettre à toute la population d'accéder à la mer, un littoral au décor splendide qui force le regard de plus d'un. Et puis en nouvelle brève, le Soudan du Sud peine encore à tirer profit de sa ressource pétrolière majoritairement dominée par les étrangers. Pour nationaliser l'exploitation du pétrole, le pays a entrepris plusieurs mesures dont la formation de la ressource humaine. Il s'agit donc de créer un centre de formation spécialisé dans le domaine et de lancer un centre de base de données. Ce dernier permettra à Djouba d'héberger ces données pétrolières et minières jusqu'ici détenu par le Soudan. La création du centre de formation spécialisé est prévue pour 2021. Il a pour but de développer les compétences des Sud-Soudanais afin de réduire l'influence des étrangers dans la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Nigeria dans le processus d'exploitation du pétrole. Et voilà donc qui met un terme à ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de journée à toutes et à tous.